Cette semaine, tu as dit quelque chose qui t'a coûté cher. Ce n'était pas un mensonge. Ce n'était pas une grossièreté. Tu n'as offensé personne et tu ne t'en souviens probablement même pas. C'était une phrase ordinaire, dite lors d'une conversation ordinaire, comme une personne en qui tu as confiance. Et pourtant, au moment exact où elle est sortie de ta bouche, quelque chose s'est perdu. Tu ne pourras pas le récupérer. C'est la part inconfortable. Rudolf Steiner a insisté toute sa vie sur une idée qui semble aujourd'hui presque absurde. Le silence n'est pas l'absence de parole, mais une force en soi. Il y a des choses en l'être humain qui ne grandissent que lorsqu'elles restent enfouies et qui s'arrêtent à l'instant même où on les raconte. Non pas parce que les raconter est mal, mais parce que les raconter les interrompt avant l'heure. Nous vivons à l'époque la plus opposée à cette idée. Tout se partage. On partage un projet avant de le commencer, une émotion avant de la comprendre, une décision avant de la prendre. Et personne ne se demande jamais ce qu'il advient d'une chose lorsqu'on la raconte trop tôt. Je vais te le dire. Elle refroidit. Il y a 7 choses que, selon ce que Steiner a enseigné au fil de milliers de conférences, tu ne devrais jamais raconter. Ce ne sont pas des secrets honteux. Ce ne sont pas des choses que tu dois cacher par honte. Ce sont des choses qui perdent leur force au moment exact où elles sont révélées au grand jour. Et une fois cette force perdue, elle ne revient masse. Passons-les en revue une par une. Et je te préviens dès maintenant. Les 3 premières, tu les pressentais probablement déjà. À partir de la 4e, cela commence à faire mal. Et la 7e est celle qu'absolument personne n'arrive à s'empêcher de faire, pas même ceux qui connaissent cet enseignement depuis des années. Combien de ces 7 choses as-tu dites au cours des 30 derniers jours? Reste jusqu'à la fin, car je ne vais pas conclure par une liste répétitive ni par un résumé. Je vais conclure avec la seule chose qui compte vraiment, et ce n'est pas de se taire. Se taire pour se taire ne sert absolument à rien, et confondre le silence avec la dissimulation est l'erreur la plus courante de toutes. Commençons par la première, qui est la plus fréquente, et celle qui a démantelé le plus de lives sans que personne ne s'en rende compte. Pense au dernier projet important qui t'est venu à l'esprit et qui n'a jamais vu le jour. Pas besoin que ce soit quelque chose d'énorme. La formation que tu allais commencer, le projet d'entreprise auquel tu pensais, le livre, le voyage, le déménagement, la discussion en suspens que tu préparais depuis des années. Quelque chose qui, sur le moment, t'a vraiment enflammé de l'intérieur. Maintenant, réponds-moi à une seule question, et réponds-y en toute honnêteté. Combien de personnes l'ont su avant que tu ne commences? Il existe un schéma qui se répète dans presque toutes les biographies humaines, et que presque personne n'a regardé en face. Les projets les plus annoncés sont ceux qui se réalisent le moins, et ce n'est ni de la mauvaise chance, ni un manque de discipline, ni le monde qui conspire contre toi. Steiner décrivait l'intention comme quelque chose de vivant. Lorsqu'une décision véritable surgit en toi, elle n'apparaît pas comme une pensée quelconque, elle apparaît avec de la chaleur, avec une tension particulière qui pousse vers l'avant et ne te laisse pas en repos. Cette tension est la force qui va porter l'idée de la tête jusqu'au monde, et c'est une quantité limitée d'énergie, pas infinie. Et voici ce que presque personne ne comprend. Cette énergie se dépense de 2 manières différentes. Elle se dépense en agissant ou elle se dépense en racontant. Lorsque tu racontes ton projet à quelqu'un et que cette personne réagit bien, s'émerveille, te dit quelle bonne idée, te félicite, il se produit en toi quelque chose de très difficile à percevoir sur le moment. Tu reçois une part de la satisfaction qui appartenait à la fin. Tu reçois de l'admiration avant d'avoir fait quoi que ce soit. Et cette admiration anticipée apaise exactement la même tension qui t'aurait poussé à travailler. Tu sors de cette conversation en te sentant bien, en ayant même le sentiment d'avoir déjà avancé, alors que tu n'as pas avancé d'1 centimètre. Répète cela 5 ou 6 fois avec des personnes différentes. Et au moment où tu t'assieds enfin pour travailler, l'idée ne te brûle plus. Elle te semble toujours bonne, mais elle ne te pousse plus. Et une idée qui ne pousse pas ne s'exécute jamais, même si tu la considères toujours comme bonne pendant les 10 prochaines années. Il y a autre chose, et c'est encore plus grave. Quand tu racontes, tu ne donnes pas seulement de l'énergie, tu en reçois aussi. La personne qui t'écoute n'est pas neutre, même si elle te veut du bien. Elle a ses propres peurs, ses propres limites, sa propre idée de ce qui est possible dans la vie. Et lorsqu'elle répond, même avec la meilleure intention du monde,
Elle te renvoie ton projet mélangé à tout cela. Un geste de doute. Une question pratique que tu ne t'étais pas posée. Et tu vas vivre de quoi en attendant? Un silence de 2 secondes au mauvais endroit. Rien de tout cela n'est une agression. Mais cela entre, et cela reste. Une idée nouveau-née n'a pas de défense. C'est exactement comme un organisme dans ses premières semaines. Elle peut devenir n'importe quoi, mais le moindre choc la déforme. Des mois plus tard, lorsqu'elle est lancée, ce même doute ne te ferait même pas de chatouille. Au début, il la dévie complètement. Steiner soutenait que ce qui est en train de se former a besoin de rester fermé jusqu'à avoir sa propre forme. Non par goût du secret, mais pour la même raison qu'on n'ouvre pas un four toutes les 3 minutes pour voir où en est le pain. Et quand peut-on le raconter? Quand cela ne dépend plus de la réaction de l'autre, quand tu le racontes et que la réponse, quelle qu'elle soit, ne change absolument rien à ce que tu vas faire demain. C'est là le moment, et pas avant. Jusqu'à ce moment-là, la règle est simple et ne souffre aucune exception. On agit d'abord, on raconte après. Et la deuxième sur la liste est encore plus délicate, car elle touche à quelque chose de bien plus intime qu'un projet. De ces 7 choses, c'est celle sur laquelle Steiner a le mas insisté, et probablement la mas ignorée. Je parle de ces moments qui nous arrivent à tous, et que presque personne ne sait nommer. Une prise de conscience soudaine, sans raisonnement. Un calme immense au milieu d'une journée terrible. Un instant où quelque chose en toi s'est ordonné et où tu as su, sans l'ombre d'un doute, ce qu'était réellement ta vie. Un rêve qui n'était pas un rêve ordinaire. Une sensation très nette de présence alors que tu étais seul. Des moments qui durent peu et pisent lourd. Que faisons-nous presque tous avec cela? Nous le racontons. Nous cherchons une personne de confiance et nous le lui décrivons, généralement le jour même, encore à chaud. Et c'est là qu'il se produit quelque chose que Steiner a décrit avec une précision dérangeante. L'expérience cesse de grandir. Pour comprendre pourquoi, il faut voir ce qui arrive à un vécu intérieur lorsqu'on le transforme en récit. Tant qu'il reste à l'intérieur, sans mots, il continue d'agir. Il continue de produire des effets dont tu ne te rends même pas compte. Il se relie de lui-même à des choses qui t'ont traversé il y a des années, s'éclaircit avec le temps, libère des significations à des moments inattendus. Il travaille, même si tu ne fais rien. À l'instant même où tu le racontes, tu le forces à entrer dans des mots. Et les mots dont tu disposes sont toujours trop petits pour cela. Alors l'expérience se fige dans la version que tu as dite. Et voici le pire, ce que presque personne ne perçoit. À partir de ce moment-là, quand tu te la rappelleras, ce n'est pas l'expérience dont tu te souviendras. Tu te souviendras du récit, de la version réduite, celle qui tenait en 3 phrases, celle que tu as construite pour que l'autre te comprenne. L'original reste masqué par son propre résumé, et elle ne revient plus. Il y a un second effet, et il est plus grave encore. Lorsque tu racontes une expérience intérieure, la conversation ne tourne plus autour de l'expérience, elle tourne autour de toi, inévitablement. L'autre personne te regarde différemment. Elle s'étonne, doute, s'inquiète ou trouve cela fascinant. Et toi, même sans le vouloir, tu commences à observer cette réaction. Steiner mettait constamment en garde contre cela pour quiconque commence à se développer intérieurement. Il disait que le plus grand danger n'était pas de se tromper, mais la vanité. Le moment où l'on commence à évaluer ses vécus d'après a l'impression qu'ils font quand on les raconte. À partir de là, sans s'en rendre compte, on commence à vivre des expériences qui rendent bien lorsqu'elles sont racontées. Et cela n'est plus du développement, c'est de la comédie. Je sais que cela semble dur, mais regarde autour de toi et dis-moi si tu ne vois pas exactement cela dans le monde spirituel d'aujourd'hui, où tout se publie, se partage, se diffuse en direct, et où les gens semblent rivaliser pour avoir l'expérience la plus impressionnante. Remarque une chose que Steiner soulignait et qui me semble décisive. Dans toutes les traditions anciennes, le silence venait avant l'enseignement. Des années de silence, non pas pour cacher quoi que ce soit, mais parce que celui qui n'a pas appris à porter quelque chose en soi sans le relâcher ne peut rien porter de lourd. Garder une expérience sans la raconter est difficile. Cela dérange. Cela donne l'impression de retenir quelque chose qui veut sortir. Et cet inconfort est précisément le travail. C'est le vécu qui cherche sa place en toi,
au lieu de s'échapper par la bouche à la première occasion. À quand remonte la dernière fois où il t'est vraiment arrivé quelque chose comme cela? Et combien de temps as-tu mis à le raconter? Si la réponse est « le jour même », tu sais déjà ce qu'il est advenu de cela. Garde-le la prochaine fois. 1 mois entier. Tu verras comment cela se transforme, tout seul. Et il y a une variante de cela qui mérite son propre chapitre, parce qu'elle fonctionne selon une logique différente et qu'elle arrive à tout le monde, chaque nuit. Tu te réveilles avec un rêve intense. Tu l'as encore en entier, avec ses images, son atmosphère, cette sensation particulière qui ne ressemble à rien de la vie diurne. Et la première chose que tu fais s'il y a quelqu'un à côté, c'est de le raconter. Observe ce qui se passe pendant que tu le racontes. Tu commences par une image. Arrivé à la 3e phrase, tu ne la vois plus. Vers la fin, tu décris quelque chose que tu n'as plus sous les yeux. Et quand tu as fini de le raconter, le rêve est terminé. Il ne s'est pas terminé parce que tu t'es réveillé. Il s'est terminé parce que tu l'as raconté. Steiner expliquait les rêves d'une manière très différente de la façon dont on les explique habituellement. Pour lui, un rêve n'est pas un message codé qu'il faudrait traduire, ni un déchet de l'esprit. C'est ce qui reste d'une expérience réelle que l'âme a vécue pendant la nuit, habillée d'images tirées de ta propre mémoire. L'image n'est pas le contenu, c'est l'emballage. Le contenu est ce qui s'est passé, et cela ne peut se raconter. C'est pourquoi les rêves résistent tant aux mots. Ce n'est pas qu'ils sont confus, c'est que tu essaies de traduire dans une langue des choses qui se sont produites dans une autre. Et quand tu forces cette traduction, il se produit exactement la même chose que dans le point précédent, mais beaucoup plus vite, parce que la matière du rêve est encore plus fragile. Le récit remplace le rêve. Le lendemain, si tu essaies de t'en souvenir, tu vas retrouver l'histoire que tu as racontée, bien ordonnée, avec un début et une fin. Le rêve véritable, désordonné et sans logique, n'est plus là. Il y a une autre chose qui se produit lorsqu'on raconte, c'est la réaction des autres. Tu racontes un rêve et quelqu'un te dit ce qu'il signifie, avec la meilleure intention. Et cette interprétation, même absurde, s'accroche. Tu ne pourras plus jamais penser à ce rêve sans l'explication d'une autre personne par-dessus. Tu as confié à quelqu'un la clé de quelque chose qui t'appartenait, et cette personne l'a utilisée à sa manière. Steiner recommandait le contraire. Il recommandait de noter, d'écrire le rêve, pour soi-même, dès le réveil, sans l'interpréter, sans l'ordonner tel qu'il vient, même s'il n'a aucun sens. Et surtout, sans lui chercher de signification le jour même. Parce que la signification ne vient pas quand on la poursuit, elle vient plus tard, souvent des mois plus tard, quand quelque chose dans ta vie fait déclic avec cette image et que tu comprends soudain pourquoi elle est apparue. Le travail véritable d'un rêve réside dans cette prise de conscience tardive et cela ne se produit que si le rêve est resté intact. Combien de rêves importants as-tu perdus pour toujours pour les avoir racontés au petit déjeuner? Note. Ne raconte pas et attends. Cela dit, jusqu'ici nous avons parlé de choses qui se perdent en parlant trop. Ce qui vient maintenant est différent, car rien ne se perd. On alimente quelque chose qui devrait être en train de mourir. Nous avons tous une histoire, ce qu'on nous a fait, et que nous ne méritions pas. La trahison, l'humiliation, l'abandon, l'injustice précise avec un nom et un prénom. Une histoire que nous racontons bien parce que nous l'avons racontée d'innombrables fois, avec les mêmes détails, dans le même ordre, avec les mêmes phrases. Nous savons exactement à quel moment l'autre va s'indigner. Et nous attendons ce moment. Et ici, je veux être très clair avant de continuer, car ce point est très facilement mal interprété et le malentendu fait mal. Je ne suis pas en train de dire que ce qui t'est arrivé n'était pas grave. Je ne dis pas que tu dois pardonner, ni oublier, ni relativiser. Je ne dis pas que tu ne dois jamais en parler à personne, et je ne dis certainement pas que c'est une erreur de chercher de l'aide pour traiter quelque chose de sérieux. Parler d'une blessure avec quelqu'un qui peut t'aider à la traverser est exactement le contraire de ce que je vais décrire. Je parle d'autre chose, de bien différent, de la répétition. Du fait de raconter la même histoire pour la 10e, la 50e, la 100e fois à des personnes différentes, pendant des années, sans que rien n'avance. Steiner soutenait que ce vers quoi nous dirigeons notre attention ne reste pas immobile. Cela se renforce. L'attention est une nourriture.
Et un souvenir douloureux qui se raconte encore et encore ne se décharge pas, comme on le croit, souvent. Il se renforce en creusant des sillons chaque fois plus profonds. Regarde ce qui se produit physiquement lorsque quelqu'un raconte pour la millième fois ce qu'on lui a fait. Le ton de sa voix change, son visage se tend. Le corps se prépare de la même manière que ce jour-là. Le système tout entier remonte la scène complète, comme si elle se déroulait en ce moment même, dans cette pièce. Cela a duré quelques mois, peut-être quelques années. Le raconter l'a prolongé pendant 20 ans. Il y a un second effet, plus silencieux et plus coûteux encore. Chaque fois que tu racontes cette histoire, tu te places à l'intérieur d'elle. Et dans cette histoire, tu as un rôle fixe. Le rôle de celui qui a subi le préjudice. C'est un rôle réel, pas inventé. Le problème est que c'est un rôle sans avenir. Dans cette scène, tu ne décides de rien, tu ne peux rien, tu ne changes rien. Tu subis seulement ce qu'un autre a fait. Répète cela 1000 fois, et cette figure cesse d'être une scène de ton passé pour devenir le centre de ton identité. Tu commences à t'expliquer à toi-même à actuel, tout à partir de cet épisode. Et ce jour-là, même si personne ne le remarque, la personne qui t'a fait du mal vient d'occuper la place la plus importante de toute ta vie. Pense-y bien, tu finis par consacrer plus d'années à cette personne qu'à n'importe laquelle de celles que tu aimes. Steiner avait une idée à ce sujet qui est à la fois dure et libératrice. Il soutenait qu'un tort subi ne reste pas suspendu dans le vide, mais qu'il fait partie d'une relation entre deux biographies qui ne s'épuisent pas en un seul épisode ni en une seule vie, et que la seule manière de clore vraiment ce sujet est de cesser de le maintenir artificiellement ouvert. On ne le clôt pas en pardonnant par décret, car le pardon forcé n'existe pas. On le clôt en cessant de l'alimenter. Comment savoir si tu en es là? Il y a un test simple. Demande-toi à quand remonte la dernière fois où tu as raconté ton histoire. Et demande-toi ensuite ce qui a changé dans ta vie grâce au fait de l'avoir raconté cette fois-là. Si la raconter ne produit plus aucun changement, s'il n'y a plus de libération, si en finissant tu restes exactement comme avant de commencer, alors l'histoire a cessé de travailler depuis longtemps. Maintenant, c'est elle qui se sert de toi. Et cela ne demande rien d'héroïque. Pas besoin de pardonner aujourd'hui, pas besoin d'appeler qui que ce soit, pas besoin de tout fermer par la force. Il suffit de quelque chose de bien plus petit. La prochaine fois que l'occasion de la raconter se présente, ne pas la raconter, une seule fois, et observer ce que l'on ressent. Tu vas remarquer que quelque chose pousse vers l'intérieur en demandant à sortir. C'est exactement cette force qui s'échappait par là depuis des années. Et il y a une façon encore plus subtile de gaspiller cette même force qui ressemble à une vertu et que personne ne surveille pour cette raison. Tu as aidé quelqu'un. Tu as donné de l'argent dont tu avais besoin, du temps que tu n'avais pas, de l'attention à un moment où tu étais plus mal loti que l'autre personne. Tu l'as bien fait et tu l'as fait sincèrement. Et ensuite, tu l'as raconté. Presque jamais de manière directe, car personne ne veut avoir l'air de se vanter. On le raconte de biais, dans une conversation sur un tout autre sujet en mentionnant au passage ce que l'on a fait, avec un ton de plainte même, en parlant de la fatigue accumulée à cause de tout ce que l'on porte, ou simplement en répondant à quelqu'un qui a posé une question, avec plus de détails que nécessaire. Steiner était catégorique sur ce point, et non pour des raisons morales, pour des raisons de physique intérieure. Il soutenait qu'un acte d'aide authentique produit un effet réel, et que cet effet dépend entièrement d'une condition, qu'il ne revienne pas. Tant que personne d'autre ne le sait, tant que tu ne reçois rien en échange, pas même de la reconnaissance, cet acte continue d'agir. Il est incomplet dans le meilleur sens du terme, il est resté ouvert, et c'est pour cela qu'il continue de produire des effets. Au moment où tu le racontes, tu reçois quelque chose, même si c'est minime. Un regard d'approbation, un « quelle belle personne tu es », le simple fait de faire bonne impression devant quelqu'un. Et par là, la boucle est bouclée. Tu as été payé, le compte est réglé, et ce qui était agissant s'arrête. D'un acte qui allait continuer à travailler pendant des années, tu as tiré un compliment de 3 secondes. Et je veux m'arrêter ici parce que presque tout le monde ne comprend ce point qu'en termes d'argent. Et l'argent est la moindre des choses dans cette affaire. Ce que l'on donne le plus entre êtres humains, ce ne sont pas des choses, c'est du temps, c'est de la patience, c'est d'avoir soutenu quelqu'un pendant une mauvaise année sans se plaindre une seule fois.
c'est d'avoir écouté pendant des heures en sachant que cette conversation ne mènerait nulle part. C'est d'avoir tu quelque chose que tu aurais pu dire et qui aurait fait du mal. C'est d'avoir porté une part du poids d'un autre sans que personne ne te le demande et sans que personne ne le remarque. Cela pèse bien plus qu'une somme d'argent, et c'est précisément pour cela que cela produit bien plus, en restant dans le silence. Et il y a une manière de le raconter que presque personne n'identifie comme telle, parce qu'elle vient déguisée sous une autre forme, la plainte. Je suis épuisé, c'est toujours moi qui suis là pour tout le monde. Personne ne me demande jamais comment je vais. Je fais tout pour cette famille, et personne ne le voit. Cela aussi s'est encaissé. C'est exactement le même mécanisme, mais par la porte de derrière. Tu nommes ce que tu as donné et tu demandes à ce que quelqu'un en prenne note. Et au moment où quelqu'un en prend note, même avec un geste de compassion, l'acte est réglé tout comme si tu t'en étais vanté à haute voix. Prête attention à cela, car c'est le point où beaucoup de bonnes personnes s'épuisent pendant des décennies. Elles ne s'épuisent pas pour avoir trop donné. Elles s'épuisent pour avoir donné puis réclamer la reconnaissance. Celui qui donne et se tait reste comblé. Celui qui donne et le mentionne reste vide, ne comprend pas pourquoi, et finit par conclure que les gens sont ingrats. Les gens ne sont pas ingrats. L'acte s'était déjà refermé avant qu'aucune gratitude n'arrive. Il y a pire encore, et cela se produit lorsque la personne qui l'écoute est celle-là même que tu as aidée, ou un proche de celle-ci. Là, le dommage est double, car ce que tu lui as offert a cessé d'être un cadeau pour devenir une dette. Cette personne sait désormais ce que tu as fait, elle sait que tu tiens les comptes, et dès lors, chaque rencontre entre vous souffre d'un déséquilibre. Tu lui as enlevé la légèreté d'avoir reçu quelque chose qui n'avait pas de prix. Et regarde la conséquence pratique, qui est très concrète. Cette personne commence à t'éviter. Non pas parce qu'elle ne t'aime pas, mais parce que personne ne supporte très longtemps d'être face à quelqu'un envers qui il est redevable. De nombreuses relations qui se sont refroidies sans raison apparente se sont refroidies exactement là, au moment où l'un des deux a mentionné ce qu'il avait donné. Steiner soulignait qu'au moment où l'on attend de la reconnaissance, l'acte change de nature. Il cesse d'être un don et devient un échange. Et un échange ne produit rien de nouveau. Il se contente de déplacer des choses d'un côté à l'autre. Le test pour savoir si tu as vraiment donné est dérangeant et sans piège. Si personne ne devait jamais le savoir, et que la personne que tu as aidée ne savait jamais que c'était toi, l'aurais-tu fait quand même? Et ce que tu as fait la semaine dernière, réussit-il ce test? Ce qui est donné en silence reste vivant. Ce qui est raconté a déjà encaissé. Et avec ce qui vient maintenant, nous entrons sur le terrain de ceux qui ont déjà commencé à voir, là où le préjudice est le plus grand précisément parce qu'il y a plus à perdre. Il vient un moment, quand on travaille sur soi pendant un certain temps, où l'on commence à remarquer chez les autres des choses qu'on ne remarquait pas auparavant. Tu sais comment va quelqu'un avant même qu'il ne parle. Tu détectes qu'un couple est brisé bien avant qu'il ne se sépare. Tu sens qu'une personne charmante n'est pas digne de confiance, même si tu ne peux pointer du doigt une seule raison. Tu perçois l'état d'une maison en y entrant. Ce n'est pas de la magie, et Steiner ne la traitait pas comme telle. C'est une perception affinée, et elle grandit avec les années. Et voici l'erreur que presque tout le monde commet, presque toujours avec de bonnes intentions, le raconter. Tu le dis à un tiers. Je vois bien que cette personne ne va pas bien. 7. Homme cache quelque chose. Ces deux-là ne vont pas durer. Des phrases dites sans malice, souvent avec une inquiétude sincère, souvent juste. Steiner mettait en garde. Cette capacité se comporte d'une manière très précise. Elle se ferme lorsqu'elle est utilisée pour parler. La raison a une logique claire. La perception concernant un autre être humain apparaît quand tu regardes vraiment l'autre, sans toi, au milieu, à l'instant. Même où tu transformes ce que tu as perçu en commentaire, tu ne regardes plus l'autre. Tu regardes l'impression que fait ton observation. Et ce regard, celui qui s'observe lui-même en train de percevoir, ne voit rien. Il ne fait que supposer. De là découle le phénomène le plus courant de tous. Quelqu'un qui commence à bien percevoir et après 2 ans à commenter tout ce qu'il voit, ne perçoit plus rien. Désormais, il juge. Et il continue de croire qu'il perçoit, ce qui est le plus dangereux. Or, il y a quelque chose que je dois te dire ici, et c'est la part la plus dérangeante de tout ce point. Parce que jusqu'à présent, j'ai parlé comme si ce que tu perçois était toujours vrai. Et bien souvent, ça ne l'est pas.
Il existe une différence énorme entre percevoir et projeter, et de l'intérieur, elles se ressentent exactement de la même manière. Percevoir, c'est capter quelque chose qui est chez l'autre. Projeter, c'est voir chez l'autre quelque chose qui est en toi et que tu ne veux pas regarder en face. Et le second cas se produit infiniment plus souvent que le premier, même chez des personnes ayant des années de travail intérieur. Steiner insistait beaucoup sur le fait que celui qui se développe doit s'occuper en premier lieu de lui-même, non par humilité, mais pour une raison pratique. Tant qu'il y a des zones intérieures non explorées, ces zones vont se projeter vers l'extérieur, et la personne croira sincèrement percevoir le monde alors qu'elle ne voit que son propre reflet. Il y a un moyen de distinguer l'une de l'autre, et il est simple bien qu'il exige de l'honnêteté. La perception véritable arrive dans le calme. Elle vient sans charge émotionnelle, comme un fait brut. Tu sais quelque chose sur l'autre et c'est tout. Cela ne te perturbe pas. Cela ne te donne pas envie d'agir. Et souvent, cela te fait même de la peine. Elle apparaît et reste immobile. La projection arrive brûlante. Elle vient avec un inconfort, de l'irritation, un besoin urgent de la commenter avec quelqu'un. Et surtout, elle s'accompagne d'une insistance particulière. Tu veux avoir raison. Tu veux que cela se confirme. Regarde bien cela car c'est le signe définitif. Quand tu perçois vraiment que cela se confirme ou non te laisse indifférent. Quand tu me projettes, tu as besoin que cela se confirme. Parce que ce qui est en jeu, ce n'est pas l'autre, c'est toi. Et comprends maintenant pourquoi le raconter est si grave. En commentant avec un tiers ce que tu crois voir chez quelqu'un, non seulement tu fermes ta perception, mais tu fixes en plus une interprétation qui pouvait être complètement erronée, et tu la libères dans le monde où tu ne peux plus la récupérer. Cette personne reste marquée aux yeux d'un autre par quelque chose qui t'appartenait peut-être. Il y a une seconde raison de se taire et celle-ci est morale. Ce que tu perçois chez quelqu'un ne t'a pas été donné. Tu l'as capté sans que cette personne ne l'offre ni ne l'autorise. Steiner était très strict là-dessus. Percevoir quelque chose chez l'autre t'oblige. Cela ne te donne aucun droit. Cela te place en position de responsabilité, pas davantage. Et il y a une différence énorme entre deux choses qui semblent identiques. L'une est de parler avec la personne elle-même, avec précaution si cela peut l'aider. L'autre, très différente, est d'en parler avec des tiers. La première est de la responsabilité. La seconde est du spectacle, même drapé de bienveillance. Combien de fois cette semaine as-tu commenté avec quelqu'un quelque chose que tu as perçu chez une tierce personne qui n'était pas présente? Si tu veux continuer à voir, tais ce que tu vois. C'est aussi littéral que cela. Et nous arrivons à la dernière, celle que presque personne n'arrive à s'empêcher de faire. C'est la plus difficile de toutes, et je veux que tu prêtes toute ton attention à ce qui vient, car cela touche directement ce que tu vas faire dès la fin de cette vidéo. Tu as pris une décision concernant toi-même, pas sur un projet, sur toi. Tu vas arrêter de réagir ainsi. Tu vas changer cette habitude qui te détruit. Tu vas devenir une autre personne sur ce point précis. Et tu l'as annoncé. Tu l'as dit à ton conjoint, à un ami, à un groupe. Avec sérieux parce que tu le pensais vraiment. Souvent avec l'idée explicite de t'engager devant quelqu'un pour ne pas faire marche arrière. Et pourtant, dans l'immense majorité des cas, il ne s'est rien passé. Le mécanisme est le même que celui que nous avons vu au premier point, mais ici, il est bien plus grave, car ce qui est en jeu n'est pas un projet extérieur, mais ta propre transformation. Lorsque tu annonces que tu vas changer, l'autre personne te regarde aussitôt différemment. Elle te voit comme quelqu'un qui est en train de changer, et tu reçois ce regard. Tu reçois exactement la reconnaissance qui devait arriver au terme du chemin une fois le changement accompli, et tu la reçois alors que tu n'as même pas encore fait le premier pas. Steiner décrivait la transformation de soi comme le travail le plus lent et le plus silencieux qui soit. Elle ne se produit pas par décision, elle se produit par répétition dans des centaines de petits moments où personne ne regarde, et ces moments exigent une force qui s'épuise vite. Annoncer le changement dépense cette force avant de l'avoir utilisée. Pire encore, cela te donne un personnage. Désormais, aux yeux des autres, tu es la personne qui travaille sur elle-même. Et entretenir ce personnage devient une tâche à part entière qui entre en concurrence avec le travail réel. Il vient un moment où gérer l'image de quelqu'un qui change consomme plus d'énergie que de changer réellement.
Et comme cela apporte des résultats sociaux plus rapides, c'est cela qui l'emporte toujours. Remarque l'ironie totale. Celui qui annonce beaucoup sa transformation reste souvent le même pendant des années, tandis que celui qui n'a rien dit à personne est méconnaissable 3 ans plus tard. Steiner soulignait que ce qui se transforme réellement ne se voit pas pendant que cela se produit. Cela se voit après, et ce sont les autres qui le voient avant soi-même. Un changement authentique ne s'annonce pas. Il se remarque tardivement, sans que son protagoniste ne le souligne. Alors que fait-on d'une telle décision? On la garde. On la garde entière, sans la dire à personne, et on l'exécute en silence pendant tout le temps qu'il faut. Des mois, des années, s'il le faut. Et on laisse quelqu'un le remarquer par lui-même, sans avoir été prévenu. Ce jour-là, et seulement ce jour-là, tu sauras que c'était réel. Maintenant, ce que j'ai dit au début, il ne s'agit pas de se taire pour se taire. Le silence dont a parlé Steiner n'est pas de la dissimulation, ce n'est pas de la froideur, et ce n'est pas s'isoler des gens qui t'aiment. Il ne s'agit pas de devenir une personne fermée qui ne partage rien avec personne, ni de vivre en surveillant chaque phrase. Il s'agit de comprendre une seule chose. Il y a des processus qui ont besoin de rester fermés pour s'accomplir. Tout comme une blessure a besoin de rester couverte ou une graine a besoin de rester sous terre où personne ne la voit. On ne la couvre pas par honte. On la couvre parce que c'est là que le travail s'accomplit. Tout ce que tu es capable de bien faire aujourd'hui, c'est former dans le silence, sans public, alors que personne ne t'applaudissait. Et qu'es-tu en train de former en ce moment même, qui n'est pas encore prêt à sortir au grand jour? Garde-le. C'est cela, le travail. Si quelque chose dans tout cela t'a touché, ne me le raconte pas dans les commentaires. Garde-le pour toi pendant 1 mois et observe ce qui se passe. Et on se retrouve dans la prochaine.